On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler de l'intérêt du droit social pour les fonds d'investissement avec mon invitée Anna Cristina Chavez, avocate associée au sein du cabinet Adelchaud Godard. Anna Cristina, bonjour. Bonjour Arnaud. On va s'intéresser à l'audit social lors d'opérations stratégiques réalisées par des fonds d'investissement, fusion, cession, LBO. Pourquoi l'audit est-il capital ? Alors je vais, une fois n'est pas coutume, vous poser une question Arnaud. Pour répondre à cette question, savez-vous quel est le taux d'échec des LBO et la raison pour laquelle ils échouent ? J'en ai pas la moindre idée. Eh bien, entre 30 à 40% des LBO échouent pour des considérations d'ordre social. C'est Donc, important. absolument. Si vous n'identifiez pas vos risques sociaux et si vous n'identifiez pas bien tous les éléments de ressources humaines, d'intégration des équipes, de motivation des talents, le risque, c'est que votre LBO ne marche pas. Voilà. Donc, c'est vraiment pour cette raison que c'est plus que capital de bien se préparer. Quels sont les éléments fondamentaux quand on prépare un audit qu'il faut avoir en tête ? Alors, bien évidemment, en tant qu'avocat en droit social, on va regarder tous les sujets qui sont à risque. Mais il faut peut-être quand même bien distinguer deux types d'opérations, parce que dans les LBO, vous pouvez être soit à l'entrée, soit à la sortie. Et dans les deux cas, auditer, c'est anticiper. Donc, quand vous êtes à l'entrée, vous allez identifier des risques, que ce soit sur les contrats de travail, sur la prévoyance, les retraites, les hypothétiques risques de contrôle URSSAF, la rémunération, les risques éventuels de discrimination. Donc vous allez vraiment essayer d'identifier tous les risques, mais vous allez au-delà de l'identification simple des risques, et c'est en ça que mes amis financiers sont en général très contents, c'est qu'une fois qu'on les a identifiés, on doit les chiffrer, et les chiffrer pour qu'ils soient ensuite bien anticipés. Et là, le jeu, ou en tout cas le sujet n'est pas exactement anticipé de la même manière selon que vous êtes à l'entrée, donc en acquisition, ou à la sortie en cas de vente. Puisque lorsque vous êtes en acquisition, vous allez effectivement chiffrer du risque et donner une feuille de route à votre client, au fonds d'investissement. Lorsque vous êtes en cession d'une des participations, là il faudra chiffrer, mais pour pouvoir anticiper des solutions, soit en anticipation, en amont de la transaction, soit expliquer, je vous donne un exemple très concret, Arnaud, on identifie un risque URSSAF, c'est un risque qui est chiffré à plusieurs millions, oui mais voilà, le risque en question est identifié en 2022, donc tout de suite on atténue en disant, à compter de 2026, ce risque n'existera plus, puisqu'il y a la prescription de 3 ans. D'accord, c'est très concret. Il y a un point qui est important dans ces opérations, c'est la renégociation du prix. Oui. Quels sont les mécanismes de renégociation du prix après un audit ? Alors, soit on va avoir un effet direct sur le prix, puisque comme je vous le disais, le risque est identifié, chiffré, et soit il se déduit automatiquement du prix directement, soit il peut être fait en déduction du prix, mais de manière un peu plus flexible ou un peu plus atténuée par le biais des earn-out. Donc on considère qu'une partie du prix ne sera versée qu'après un certain délai. Par exemple, une fois le délai de prescription URSSAF purgé. Et dans d'autres situations, on ne le reflète pas directement sur le prix, mais on va, en revanche, établir des garanties, ce que l'on appelle des garanties de passifs, qui vont être ardument négociées par les avocats à la vente et à l'acquisition, et qui vont permettre, in fine, de définir une mécanique de responsabilisation ou de responsabilité de celui qui vend. Est-ce qu'il y a des critères qui permettent de déterminer si une renégociation de prix est justifiée ? Alors, les critères sont en général, bien évidemment, des critères un peu financiers, donc on va se servir des KPIs, bien évidemment, pour déterminer par rapport à ce prix quel est ensuite le niveau de performance qui est attendu de l'entreprise. Donc, bien évidemment, ça va permettre sans doute d'atténuer, puisque un risque ponctuel peut être compensé par une performance à long terme prometteuse. Alors vous évoquez les risques, c'est quoi les risques majeurs que l'audit permet d'identifier et d'éviter justement une mauvaise surprise ? Oui, alors au-delà des risques purement, je dirais, financiers, de risques de réclamation donc judiciaire, donc des contentieux prud'homaux, ou bien ce qu'on a vu également, les réclamations ou les redressements URSSAF, de plus en plus, les fonds d'investissement se focalisent aussi sur les enjeux qui portent en eux un risque pénal.
Notamment tout ce qui va concerner le prêt de main-d'œuvre illicite, puisque quelquefois l'entreprise pense, en toute bonne foi d'ailleurs, faire recours à un sous-traitant, et on se rend compte que cette opération de sous-traitance n'est pas permise, n'est pas légale. Donc on peut subir par là même des risques très importants au niveau pénal, avec des amendes très fortes de 150 à 225 000 euros d'amende pour l'entreprise et la responsabilité des dirigeants. Et on a également, par exemple, le recours massif au CDD ou bien la dissimulation d'emploi salarié qui, elle aussi, est très importante. Et ce qu'il faut comprendre derrière ces enjeux-là, ces risques-là, c'est qu'au-delà du chiffre, cet aspect pénal, ce volet pénal, porte en lui un risque réputationnel qui est de plus en plus important. Pourquoi il est de plus en plus important ? Eh bien, tout simplement parce que ce risque réputationnel va justement venir éroder la performance à long terme, puisqu'on sait désormais qu'une entreprise qui est bien gérée, elle est reçue de manière très positive par les consommateurs, ou bien par les clients ou les fournisseurs, et donc c'est une entreprise qui va être amenée à une belle performance sur le long terme, puisque maintenant les fonds d'investissement privilégient de plus en plus le long terme. Donc ça permet d'une part d'améliorer cette performance et d'autre part de retenir les talents, l'un n'allant généralement pas sans l'autre. Alors on a bien compris l'importance de l'audit social dans les opérations stratégiques des fonds d'investissement, mais concrètement, comment l'audit peut-il influencer la décision finale d'investissement ? Eh bien, parce que cet audit, quand il est bien préparé, vous l'avez compris, il permet surtout d'identifier des risques. Donc, ça va être le go ou no go en fonction du chiffrage de ces risques, en fonction de la capacité à incliner ces risques et à retrouver de la performance à court, moyen ou un peu plus long terme. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est vraiment cette maîtrise des coûts directs et indirects, puisqu'il y a aussi certains coûts plus latents qui ne sont pas forcément chiffrables tout de suite, mais qui peuvent devenir vraiment importants. Les risques indirects, je pense par exemple à l'absentéisme, qui coûte de plus en plus cher aux entreprises. Ensuite, ça permet aussi de déterminer des axes d'amélioration. J'en ai dit quelques mots, la prévoyance, la retraite, et bien évidemment agir sur les KPIs. Donc tout ça, l'identification, un bon audit donc, qui vous a permis, donc je vous ai dit, auditer, c'est chiffrer et anticiper. Donc quand on a bien fait ces deux exercices-là, eh bien, ça permet effectivement d'influencer le go ou no go. Alors, il y a un point qui me semble important aussi sur la gestion des participations. Parfois, ça peut nécessiter une restructuration. Dans quel cas précisément ? Alors, soit quand vous avez effectivement fait un audit qui permet d'anticiper, vous avez identifié soit des risques majeurs pour lesquels il va falloir faire des modifications importantes du statut collectif ou des contrats de travail, ce qui, bien évidemment, mène tout droit à éventuellement des suppressions de postes ou des modifications pour motifs économiques avec derrière potentiellement des licenciements pour ceux qui refuseraient. Donc ça, c'est le premier point. Donc cette mise en œuvre en fait de la feuille de route qu'on établit lors de l'audit, c'est le premier. Et puis aussi parce que les entreprises qui sont, les participations des fonds d'investissement subissent comme toutes les autres entreprises le contexte conjoncturel, ça peut être aussi structurel. Et donc à ces moments-là, il faut effectivement agir et restructurer l'entreprise aux côtés des fonds. Et là, l'avocat est vraiment fondamental parce qu'il y a une vraie difficulté pour le fonds à agir directement. Donc, on évite l'immixtion en recourant à un avocat. On va conclure là-dessus. Merci Anna-Christina Chavez. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Adeltscho Godard. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du juriste immobilier.